Chahut Média. Quand en face, on a des personnes, en l'occurrence les gendarmes ou les policiers, qui nous méprisent, qui ont l'impression qu'on est des personnes qui font du mal, en fait, elles se gênent pas de créer des conditions de vulnérabilité, en fait, pour qu'on craque, pour qu'on lâche des informations, etc. Puis en fait, il y a beaucoup de moyens coercitifs qui sont mis en place qu'on penserait pas. Extrême gauche, gauche radicale ou gauche antilibérale. Derrière ces étiquettes, un même horizon, le développement d'une force politique qui se cristallise face à une classe politique en rupture avec le consentement de la population. En ce qu'ils s'envisagent comme les agents mobilisateurs et médiateurs de groupes sociaux dont ils défendent les intérêts et les valeurs au sein de régimes représentatifs, ces groupes cherchent à transformer l'ordre sociopolitique et permettre l'engagement de la société dans une politique écologique, sociale et solide. Chez Chahut Média, on s'est demandé pourquoi un citoyen ou une citoyenne un jour s'engage concrètement au nom d'une cause, se faisant activiste, adepte de l'action citoyenne non violente directe, ou bien de l'action directe, voire du coup de poing. Pour cela, on a créé cette mini-série, L'Embrasé, une proposition conçue en collaboration avec Chloé Lawson et coproduite avec Après. Cinquième épisode de cette mini-série où l'on reçoit Pierrot, activiste de la gauche radicale animé par la justice sociale. Au cours de ses années d'engagement sans relâche, il a été confronté plusieurs fois à la répression policière. Avec lui, on va parler révolution. Une révolution, d'accord, mais pour établir quel modèle social ? On en discute, il se confie. C'est L'Embrasé. À toutes et tous, bienvenue. Je m'appelle Pierrot, j'ai grandi en Suisse et je fais de l'agriculture. Oui, je suis engagé auprès de collectifs, notamment de collectifs écologistes et de différents collectifs militants que je préfère ne pas nommer, si c'est OK. Vu que je vais parler de choses qui sont peut-être un peu sensibles face auxquelles je peux risquer une sorte de répression, je préfère rester anonyme et donc ne pas divulguer les collectifs et les noms dans lesquels je suis actif. Alors je pense que je devais être ado, je devais avoir, la quinzaine, 15-16 ans. Et un petit peu une prise de conscience, un petit peu assez jeune vis-à-vis de la cause écologiste, en tout cas de la destruction de la nature, et la souffrance qu'engendraient nos activités humaines pour les animaux, et juste en fait la destruction qu'on engendrait. Enfin, c'était un grand moment qui m'a assez bouleversé, j'étais assez mal, et à tel point que je me suis dit que j'avais envie de faire des choses bien pour essayer d'améliorer cet état de fait. Et donc, à travers cet état de fait, la cause écologiste, je me suis d'abord renseigné sur des associations comme Greenpeace, le WWF et des choses comme ça, qui étaient super. Mais petit à petit, j'ai essayé de me cultiver politiquement, etc., lire des ouvrages, lire des choses un petit peu. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que, en fait, il y a des discours alarmistes qui sont là vis-à-vis de la cause écologiste, par exemple, depuis très longtemps. Depuis les années 80 en tout cas, de façon très forte, et que, en tout cas, la course de la société ne change pas. Et donc, petit à petit, j'en suis venu à la pensée que, notre société, basée sur un peu l'égoïsme de chacun, grâce à la main invisible du marché qui va pouvoir faire le bonheur de tous, en fait, puis grâce à la consommation, on va pouvoir vivre très bien dans ce monde, ça marche pas. Et pour pouvoir arrêter cette souffrance, il faudrait changer de paradigme, il faudrait une autre société. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai été de plus en plus convaincu qu'il fallait un changement radical dans la société. Bonjour, vous êtes qui ? On est membre de l'ultra-gauche. Voilà. Partant en fait de la cause écologiste, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec cette société dont elle fonctionnait. Puis après, petit à petit, en me penchant dessus, je me suis rendu compte qu'en fait cette société avait énormément de dysfonctions.
sociale, économique, humaine. Voilà. J'ai l'impression que je fais le bien en essayant de pouvoir faire des actions qui peuvent permettre de faire prendre conscience aux gens que peut-être il y a des problèmes avec cette société. Et donc c'est dans ce cadre-là que je m'active et que je fais des choses avec la gauche non institutionnelle, avancer vers une sorte de monde un peu moins pire qu'il est maintenant, quoi. Même si des fois ça semble un peu futile. Pour moi, si on fait que mettre des sparadraps sur tout ce que les humains font, en fait, de mal, ça va pas du tout changer la situation du tout. Donc pour moi, c'est hyper important de pouvoir, en fait, changer la cause du problème. Et pour moi, la cause du problème, c'est la société capitaliste telle qu'elle est. Les modes d'action des différents collectifs dont je fais partie, il y a bien sûr organiser des manifestations, faire des actions concrètes de sensibilisation, faire des actions de sabotage, par exemple en recouvrant la façade de rouge ou des choses comme ça, pour attirer l'attention sur des méfaits ou des choses qu'une entreprise donnée a faites. Donc il y a beaucoup en fait d'énergie qui est dépensée, par exemple, dans les manifestations, dans les présentations, etc., à essayer de sensibiliser, en fait. On est dans une société où c'est un petit peu un combat pour la médiatisation. Qu'est-ce qu'on représente comme valeur, en fait ? On reçoit énormément d'informations actuellement, mais très peu sur des alternatives, sur d'autres façons de vivre, en fait. Je me suis pas mal mobilisé en lien avec le Rojava. Donc le Rojava, c'est une région qui fait plusieurs fois la Suisse, où il y a près de 4 millions de personnes dans le nord-est de la Syrie. Où il y a une réelle révolution sociale qui est mise en place. Et par exemple, de prendre un petit peu l'espace public pour essayer de parler de en fait, cette réelle alternative en fait, de société en fait, qui est mise en place là-bas, mais qui est attaquée. La Turquie attaque régulièrement cette région. Ça a donné des interactions très intéressantes avec des passants, des passantes. Parce que en fait, ces alternatives de société-là ne sont pas du tout connues. Vu qu'on vit un petit peu dans une... De carcan où les gens ils connaissent que la société telle qu'elle est et puis qu'il n'y a pas vraiment le choix, donc ça laisse pas beaucoup la place à agir autrement. Donc oui, ça c'est hyper intéressant. Moi, j'étais censé, partir là-bas au Rojava, donc en Syrie, pour participer à un chantier de plantation d'arbres. Il est impossible de s'y rendre légalement, en fait, au Rojava, si on n'a pas une grosse structure derrière nous. Donc, le moyen pour y aller, c'est de façon illégale. Donc, je me suis rendu en Irak avec une délégation pour planter ces arbres, et on allait arriver là-bas pour organiser le transport, pour passer la frontière. Et en fait, à ce moment-là, la guerre a commencé. Une des nombreuses offensives de la Turquie. Donc j'étais à 30 km, donc j'étais en Irak, à l'autre bout de la frontière. Et voilà, on entendait les bombardements, etc. Et donc, j'étais bloqué à la frontière. Et ce qui était assez particulier, c'est que à 30 km de là, à la frontière, il y avait un de mes meilleurs amis qui m'attendait. Et qui, lui, était sous les bombes. Et c'était assez... C'était difficile à vivre en fait, voilà. Donc je suis resté un moment à la frontière et vu que j'ai pas réussi à passer, vu qu'il y avait des snipers à la frontière, je suis rentré en contestation de ce qui était en train de se passer. On s'est enchaîné au grillage de l'ONU avec des camarades. Et non, les gendarmes ne passeront pas. Et non, les gendarmes ne passeront pas. Alors pourquoi j'ai tenu à me rendre sur place ? Tout simplement parce que déjà vivre, expérimenter une révolution sociale, j'ai jamais connu en fait ce que c'était de vivre autre chose que dans la société actuelle. Et pour moi, c'est un grand intérêt de pouvoir voir un peu comment les gens s'organisent, comment ils discutent, comment ils interagissent les uns les unes avec les autres. Mais aussi surtout parce que en fait cette région du Rojava était assez verte et fertile il y a des dizaines d'années. Et en fait, vu que c'était une région très fertile, elle a été utilisée par le gouvernement Assad pour produire en masse, en fait, mettre des grandes cultures et produire en masse des céréales. Et ce qui fait qu'en 10, 20, 30, 40 ans, en fait, la région du Rojava
qui était assez verte avant, est devenue semi-aride. Et donc, c'était un moyen pour moi de pouvoir soutenir un peu ce projet social qui était en place là-bas, que d'aider en fait à trouver des fonds et à reverdir ce lieu. Parce que qui sait que dans un lieu semi-aride, c'est beaucoup plus difficile de vivre que dans des endroits où en fait il y a de l'eau et des plantes, tout simplement. Et voilà, donc c'était un moyen de soutenir en fait, logistique, simple. Cette pensée, puis ce modèle politique qui est mis en place, en fait, a été théorisé par quelqu'un qui s'appelle Murray Bookchin. Donc, c'est un Américain, un écologiste, anarchiste, qui est maintenant décédé, qui a proposé un peu ce modèle. Lui, il l'avait appelé municipalisme libertaire, et ça a été appelé confédération démocratique en Rojava, etc. Et en gros, je pense que ce modèle de société où, en fait, petit à petit, en fait, des communautés assez locales puissent reprendre un petit peu une sorte d'autonomie et en fait de pouvoir sur leur vie, et petit à petit créer des structures d'entraide, des structures sociales, des structures de production collective au sein de, par exemple, de villages, de quartiers, etc. Ça pourrait tout à fait être possible, oui, en Suisse, je pense, en Europe. Ça pourrait petit à petit, en fait, permettre de marginaliser, je ne sais pas si c'est le bon mot, la présence de l'État, ou en tout cas la dépendance liée à l'État, parce que les personnes pourront, par leur propre actes, leur prise de décision, etc., participer à vivre tout simplement. Donc oui, ça je pense que ce serait tout à fait possible, mais je pense que c'est des petites initiatives locales petit à petit qui peuvent finalement grossir et puis essayer de prendre confiance politiquement en leur potentiel, qui peut petit à petit faire bouger les choses. Un des moyens que je trouve aussi très intéressant d'action, c'est aussi tout ce qui concerne les ZAD. Alors je pense pas que les ZAD soient la solution pour changer de société en tant que telle, mais je pense que c'est un des moyens de permettre de sensibiliser et puis d'expérimenter autre chose. Tout ce qui entoure les ZAD, il y a une médiatisation qui est extrêmement grande et ça permet vraiment de visibiliser par exemple ce que des géants comme Lafarge-Holcim, comme les constructeurs de l'aéroport, etc., ou les grandes bassines qui comme actuellement sont en train d'être mises en place au nord de la France. Ça permet de faire visibiliser la destruction que des entreprises sont en train de mettre. Et donc ça, c'est très très utile, un petit peu au niveau de l'opinion publique, vu que, voilà, il y a un peu une concurrence, et puis c'est un petit peu le combat pour l'opinion publique aussi, beaucoup. Elle compte beaucoup, en fait, politiquement. Et les ZAD sont un super moyen de pouvoir mettre le doigt dessus. Par exemple, le projet de Notre-Dame-des-Landes à Nantes, l'aéroport a été abandonné. Malheureusement, à la ZAD de la Colline, ça n'a pas marché. Mais il y a d'autres ZAD, par exemple au sud de la France, à Roibon, etc., où ça a marché, en fait, où les zadistes ont eu gain de cause. Et donc, concrètement, c'est un moyen d'action qui marche. En lien avec les ZAD, vu qu'il y a une médiatisation qui est très forte et un fort potentiel de mobilisation, vu qu'il y a beaucoup de gens, il y a une très très forte répression. Ça fait peur parce que ils viennent cuirasser, ils viennent avec des boucliers, ils viennent avec des casques, ils viennent avec des pistolets. Et on a tous entendu parler d'histoires, voilà, les gilets jaunes c'était pas loin, des mains arrachées, des yeux en moins, des choses comme ça. Et on risque sa santé et on risque pas mal de choses en fait en faisant ça. Et je comprends que ça puisse refroidir des personnes. Parce que c'est pas facile. Si on se fait arrêter, on a ce qui s'appelle un système anti-répressif. Des personnes qui sont derrière, qui font un peu un admin, de checker qui c'est qui se sont fait arrêter, qui est où, etc. pour suivre. Parce qu'en fait, ça arrive beaucoup quand tu te fais arrêter. T'es pris aux mains des flics et tu sais pas où t'es. Théoriquement, tu peux pas rester plus de 48 heures en garde à vue. Ça arrive que plus. T'as aucun contact avec l'extérieur. En fait, tu disparais juste. Ils te gardent les premiers jours, en fait, dans une sorte d'isolement, dans un état psychologique qui est très difficile. Et en fait, c'est un super moyen de te soutirer des informations. Et donc, pour contrer ça, en fait, c'est la défense collective. Comme sur la ZAD, la défense collective, elle est aussi administrative et juridique. C'est que s'il y a des gens qui se font choper, automatiquement, il y a des avocats qui sont mis en place, on sait qui c'est, on sait quel pseudo correspond à quelle identité, etc. Et donc, on est organisé de ce côté-là.
eu l'expérience de garde à vue qui n'était pas dans les règles, par exemple, ou en garde à vue, tu arrives, tu as le droit à un coup de téléphone, par exemple, pour prévenir tes proches ou prévenir un avocat. Bon, voilà, constamment, ils invoquent des raisons pour lesquelles c'est très facile, en fait, pour lesquelles tu n'as pas le droit, ou tu n'as pas le droit d'aller aux toilettes. Donc, moi, j'étais en garde à vue avec un ami pendant 48 heures, et puis on avait qu'un matelas et une couverture pour deux, puis avec un néon au-dessus de notre tête pendant 2 jours, et il faisait froid. Puis on avait 2 repas par jour, on avait faim. Donc c'était des conditions qui n'étaient pas... Enfin, légalement, c'était pas... rien n'était respecté. Donc oui, j'ai vécu ça. Il y a la théorie, puis il y a la pratique. Et en fait, la pratique... Quand en face, on a des personnes, en l'occurrence les gendarmes ou les policiers, qui nous méprisent, qui ont l'impression qu'on est des personnes qui font du mal, en fait, elles se gênent pas de créer des conditions de vulnérabilité, en fait, pour qu'on craque, pour qu'on lâche des informations, etc. Puis en fait, il y a beaucoup de moyens coercitifs qui sont mis en place, qu'on penserait pas, en fait, qui sont mis en place et qui sont vraiment abusés. Ça va pas se passer comme ça. En fait, c'est pas possible. Vous pouvez pas nous faire un truc comme ça. C'est pas possible. On est trop soutenus. Vous pouvez pas. Moi, je suis habitant ici depuis 5 ans, vous voyez. Moi, ça fait 5 ans que je m'engage ici, que je m'investis ici. Vous n'allez pas nous dégager comme ça. T'as des mouvements sociaux, des jeunes, des personnes de la société qui d'un coup contestent un état de fait, que ce soit au niveau de la migration ou que ce soit au niveau des politiques climatiques. Une problématique, il y a un problème sociétal. Et en fait, une partie de la société dit, en fait, il y a un vrai problème, il faudrait changer ça de toute urgence. C'est hyper important, il y a des gens qui souffrent, ou il y a des gens qui meurent dans le cas de la migration, ou en fait, on va dans une course en avant vers le mur. C'est vraiment problématique, il faut changer. La réponse est assez systématiquement, assez toujours la même. C'est non, vous n'avez aucune légitimité pour vous exprimer, vous êtes des casseurs, casseuses, vous faites des choses illégales, donc une forte répression directe. Donc il n'y a même pas de dialogue qui est mis en place du tout, c'est juste une sorte de censure, en fait. Donc en poursuivant les militants, militantes climatiques, les militants, militantes pour la migration, etc. Et voilà, en fait, il y a une sorte de statu quo qui est recherché, en fait, dans les gouvernements actuels, un petit peu, pour ne pas questionner leur politique et ne pas questionner leur légitimité. Où est-ce que je trouve la force ? Il y a beaucoup de solidarité, entraide entre personnes qui militent. C'est très beau, c'est très instructif, extrêmement stimulant de découvrir des nouvelles choses, de se questionner. En fait, il y a un esprit critique qui est extrêmement aiguisé et fort. Ça crée des discussions, des débats, des choses qui sont extrêmement enrichissantes, en fait. Et ça, c'est un milieu qui me stimule beaucoup. Et sinon, la force, je pense que je la tire du fait que j'ai envie de vivre. J'ai envie de continuer à vivre, j'ai envie que d'autres personnes puissent continuer à vivre, j'ai envie que ça se passe bien, en fait, pour le futur de l'humanité et, en fait, qu'on puisse arriver à vivre dans ce monde de façon un peu plus paisible. Et je pense qu'il y a une sorte de force de vie qui est là, et puis cette force de vie de survie ou de je sais pas quoi qui me pousse à essayer d'aller dans un futur un peu plus enviable, qui me fait aller de l'avant. Ouais, je pense, ouais. Moi, j'aimerais pas donner de conseils. En fait, je pense que c'est important que prise de conscience, le positionnement de chacun, chacune viennent de soi-même. En fait, je pense que c'est important. On est tellement influencé dans tous les sens, tout le temps. Je me sens pas dans une position où j'ai envie de dire aux gens quoi faire. Je pense que cultiver son esprit critique est hyper important. De se poser des questions, en fait. Dans quel monde j'ai envie de vivre, en fait. Quel monde j'ai envie de créer pour mes enfants futurs, si j'en ai, pour les personnes futures, en fait. Voilà, je pense qu'on a des moyens d'agir. Je pense que c'est à chacun de voir, chacune de voir si on s'en sent l'énergie, en fait, de mettre ça en place, quoi. Mais je pense que c'est aussi important de profiter de la vie aussi. Pas forcément que de vivre la souffrance et puis les injustices dans la société, c'est aussi important de pouvoir. En fait, on est aussi en train de vivre, quoi. Et c'est important aussi de profiter de ça, je pense.
C'était L'Embrasé, une proposition Chahut Média conçue en collaboration avec Chloé Lawson et coproduite par Après. Tous les épisodes de L'Embrasé sont disponibles sur chahut.ch et sur l'ensemble des plateformes de podcast.